Salut les amis, salut les footeux, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'une semaine en ballon, hashtag USB Foot, 102e du nom. Vous le savez, chaque semaine on revisite l'actualité du ballon dans la région. On ne déroge pas à la règle cette semaine en accueillant l'entraîneur de l'Olympique de Saumur, club de National 3, sur ce plateau d'une semaine en ballon. J'ai le plaisir d'accueillir Monsieur Julien Stouris. Salut Julien. Bonjour. Ça va? Impeccable. Bon, et ça fait plaisir d'abord de te voir parce qu'on s'était eu il y a un an, mais c'était par la télé interposée. C'est ça. Avec le Covid. Content de vous revoir. Ouais, ça fait du de bien. visu. Ça fait du bien, ça fait du bien. Ça fait du bien. D'abord, on va te demander comment tu vas déjà. Très bien. À titre perso. Très bien, mieux qu'un petit peu la semaine dernière. On a été touché un petit peu par le Covid et la grippe. Donc ça y est. Oui, c'est reparti, c'est reparti. Bon, allez, on regarde comme chaque invité le CV. On t'a fait le CV évidemment comme chaque invité avec CV de joueur d'abord, hein, ancien joueur de Lens, d'Angers, de Lausanne également, Saint-Privé, Saint-Hilaire. Et puis, tu as commencé ta carrière d'entraîneur à la préformation d'Angesco où tu as joué entre 2011 et 2014. Et puis, la fidélité depuis 2015. Oui, c'est vrai. Déjà. Si on me l'avait dit. C'est vrai. Déjà la 8e saison, c'est que le métier d'entraîneur, parfois c'est plus court, mais j'y suis bien, tout simplement. On prend beaucoup de plaisir à évoluer ensemble. On a l'impression aussi que le club progresse chaque année. Donc voilà, on se bonifie, joueurs, staff, et ça donne envie de continuer aussi. Alors on dit entraîneur, mais tu as peut-être un rôle un peu plus large. Oui, voilà. On reste sur du foot amateur. Il y a un club à faire tourner. Nous, on est proche des 500 licenciés. Il y a 20-25 éducateurs. Donc voilà, je gère aussi l'équipe technique et puis le club au quotidien, pour que tout le monde s'épanouisse et que le club continue d'avancer. Alors justement, tu dis qu'il y a eu une évolution dans le club. Qu'est-ce que tu as noté comme principale progression et c'est peut-être toi qui les as amenés, ces axes de progression avec le club? Déjà, un club, c'est cyclique, hein. Là, on est clairement sur un bon cycle. Depuis 2015, le club avait un très bon cycle depuis la création avec Patrice Sauvaget, les épopées, les montées en N2. Il y avait eu 2 descentes consécutives. Donc voilà, là, on a retrouvé le sourire. On a retrouvé le niveau national. On a des infrastructures intéressantes. On a un nouvel espace de vie. Donc voilà, les feux sont plutôt ouverts. Le club est géré en bon père de famille par mes dirigeants, avec ce qui s'est passé en Coupe de France l'année prochaine. Donc voilà, tous les feux sont ouverts. Bon, on va en reparler. La place de Saumur, c'est justement en National 3, 2, peu importe. C'est une bonne question qu'on s'est posée avec les dirigeants. Tout est une question de projet de club. C'est la place qu'on laisse à nos jeunes. On sait que les clubs qui montent en N2 parfois ou en N2, combien de joueurs locaux sont sur le terrain, c'est une vraie question aussi. Si on fait de la formation, il faut aussi les amener jusqu'à l'équipe première. Là, on est sur un bon mix avec des joueurs locaux, avec des joueurs qui sont désormais des Saumurois, comme mon capitaine Antoine Auvergne, comme Max Sonnel, et puis d'autres joueurs qui nous rejoignent pour bonifier l'équipe, pour venir prendre du plaisir. On a vraiment ce mot au cœur du projet club. Oui, bien sûr, parce qu'on reste en N3, il ne faut pas se prendre pour d'autres. Et puis on sait que, comme on discutait avant l'émission, les cycles, les dynamiques, c'est très fragile, il faut être humble parce que ça va vite dans un sens, vite dans un autre. Mais quand ça se passe bien, il faut en profiter. Bon, on va reparler évidemment de ce club un peu plus dans le sens large dans quelques minutes, mais tu as remarqué quand même que je m'étais mis aux couleurs du club. C'est bien. Un rouge et bleu, c'est quand même pas mal. Mais on va parler ensemble justement de Saumur et surtout du championnat de cette saison. Alors, on commence, Julien, avec le classement pour que tout le monde sache un petit peu. Donc, vous évoluez en National 3. On le sait, il y a eu 2 années de Covid et avec des difficultés, un championnat qui ne s'est pas terminé, puis un autre où vous n'êtes pas monté. Vous êtes resté en National 3. C'est ça. Et puis là, on le voit, on va le revoir le classement ensemble. 39 points, 2e place, juste derrière la Roche Vendée Football. On avait reçu d'ailleurs Charlie Charrier il n'y a pas très longtemps sur ce même plateau. C'est un National 3, on le précise, hein. C'est un championnat que des Pays de la Loire dans ce groupe-là, avec que des clubs des Pays de la Loire. Une seule montée. Et donc, ça va se bagarrer entre la Roche et Saumur. Non, mais l'idée, c'est d'embêter la Roche le plus longtemps possible. Nous, c'était pas prévu. En Giroud, on a lancé le maintien parce que ça, c'est vrai qu'il faut stabiliser le club. Mais c'est vrai qu'après la saison dernière qu'on avait vécue, on a créé du lien, on a créé une équipe compétitive. Donc on est reparti sur des bonnes bases. Là, on se retrouve à la lutte. Là, on va en profiter. Et si l'objectif la saison prochaine, c'est le maintien, le meilleur moyen de se maintenir, c'est de monter d'un étage. On sera déjà maintenu en N3. Voilà, c'est pas parce qu'on est justement à la Giroud qu'il faut s'empêcher d'avoir des ambitions. Non, voilà. Nous, c'est écrit noir sur blanc. On joue tous les matchs pour les gagner, donc on ne va pas commencer à calculer à 6-7 journées de la fin. Donc voilà, oui, bien sûr, l'idée, c'est d'embêter la Roche jusqu'au bout. Et puis on a un calendrier avec beaucoup de matchs à domicile, donc pourquoi pas.
On regarde cet homme justement parce qu'on le connaît bien aussi, Charles Devineau, l'entraîneur de La Roche, qui est de là-bas depuis pas mal d'années déjà aussi, ancien joueur du FC Nantes qui était à la formation, quelqu'un que tu connais bien? Oui, bien sûr, on s'apprécie. On a eu le temps d'échanger encore lors de notre dernière confrontation en janvier. La Roche, c'est une belle équipe, hein. Clairement, c'est une équipe qui a perdu très très peu de matchs. C'est pour ça que le rythme est dur à suivre. Très très peu de matchs depuis 2-3 ans, hein. Ils auraient même pu monter l'année du quotient, du fameux quotient avec des voltigeurs. Donc voilà, c'est un sérieux client. C'est un sérieux client. On va reparler de l'Olympique de Saumur avec toi, Julien Souris. Mais comme chaque semaine, on fait un petit détour par les réseaux sociaux. Alors, tu n'étais pas trop présent sur les réseaux sociaux. On va voir si tu as bien suivi. On regarde, c'est le zapping foot de la semaine. J'en ai marre de cette équipe qui pompe tout le temps. J'en ai marre. Alors, on voulait terminer avec Yannick Noah. Hein. C'est vrai que là, il nous a fait une petite vidéo sur les réseaux sociaux. À la Noah. Mon capitaine d'Auvergne aurait pu la faire aussi. C'est vrai un fan inconditionnel du Paris PSG. Saint-Germain, formé au Paris Saint-Germain. Ah, il ne doit plus rien en ce moment. Disons que c'est notre souffre-douleur. Chaque année, en février-mars, le pauvre, c'est redondant. Il mange, c'est vrai, il mange chaud. Et là, justement, Yannick Noah. Alors, j'en ai marre. Je ne sais pas s'il voulait parler de son ras-le-bol ou de Neymar, qui n'a peut-être pas été à la hauteur. Mais en tout cas, elle était plutôt sympa, cette vidéo. Même si, évidemment, on aurait aimé que le PSG soit qualifié. Mais à chaque fois, ils nous font une petite ritournelle. Tu as vu le match? Oui, bien sûr, j'ai regardé le match. Il y a toujours cette frustration à la fin. Mais il y a aussi le fait qu'on voit venir les choses chaque saison. Sur ce projet club, on parle généralement de l'institution, et là c'est vrai que le PSG chaque saison nous déçoit parce qu'il a un petit peu de mal à avoir de la continuité et on a l'impression que c'est un éternel recommencement. Exactement, et l'institution c'est le vrai mot avec l'état d'esprit, l'âme du club, et on ne le sent pas vraiment depuis plusieurs années. Il va peut-être y avoir quelques changements. On revient sur l'Olympique de Saumur et on va parler bien du club justement. On a abordé un petit peu la politique du club, la Nationale 3 avec toi, Julien. On va reparler évidemment de ce qui a fait aussi la renommée de Saumur. C'était il y a un an, c'était au mois d'avril dernier, la Coupe de France. La Coupe de France, bien entendu. Ça reste de toute façon, parce que c'est vrai que ce match contre Toulouse, il y a eu Toulouse, mais il y a eu évidemment tout le parcours qui a précédé. Qu'est-ce qu'on en retient de ce parcours et surtout, qu'est-ce qu'on arrive à garder au sein du club? Alors, ce qui reste, c'est les émotions quand même. Ce qui reste, c'est les émotions. Ça nous lie à vie, je pense. Dans 10 ans, dans 20 ans, on en reparlera parce qu'il y a eu un ascenseur émotionnel incroyable. Ça a mis aussi en lumière notre club, nos joueurs qui le méritaient parce qu'on tournait aussi depuis plusieurs saisons autour de ce fameux parcours qui, pour des joueurs amateurs, est essentiel. Voilà, la Coupe de France, c'est la plus belle épreuve pour le foot amateur. Et puis ce qu'il en reste derrière, c'est qu'il y a l'ambition de vouloir continuer à faire avancer le club. Il ne faut pas que ça soit un one-shot, mais clairement, ça a marqué nos vies. Il y a eu des retombées également en termes de licence, chez les jeunes par exemple, à l'école de foot. Est-ce qu'on prend grâce à ça aussi ou pas? Non, par contre, j'ai l'impression qu'on a rendu fiers les gens, fiers de la ville, du club. Clairement, on a reposé les choses. Après, c'est dans l'ADN du club, la Coupe de France. Il y avait déjà eu des 16e, 2 16e contre Nantes, contre Rennes. Donc c'est bien aussi que cette génération-là ait eu sa propre aventure. Et puis on espère aussi qu'il y en aura d'autres. J'en parle souvent à mes éducateurs. On met le contenu avant les résultats, mais dès qu'il y a un petit match de coupe, leur rappeler, on n'oublie pas, on est Saumur, tout est possible. Jusqu'à la dernière seconde, il peut se passer quelque chose. Donc on essaie aussi d'imprégner nos jeunes joueurs et joueuses de cet ADN. Ça tombe bien que tu en parles parce qu'on va avoir quelques images. C'était la Gambardella, c'était cette année. Ils ont joué contre Nantes. Alors, il y a eu un score assez fleuve en faveur des Canaries, mais bon, l'écart aussi était important. Mais c'est surtout à travers ce genre de match, justement, qu'on se construit et qu'on construit cette jeunesse dans le football. Oui, bien sûr. Les matchs de coupe,
c'est comme je disais tout à l'heure, c'est un one-shot. Donc sur l'aspect mental, c'est très intéressant, c'est très formateur. On était heureux pour cette génération. On savait qu'on avait une belle génération U16, U17, U18. Donc qu'ils soient allés jusqu'au tour fédéral. Alors voilà, Nantes, premier en 17 NAS, premier en 19 NAS. C'est un autre niveau. C'est un autre monde, mais se confronter à ce genre d'adversaire, c'est très enrichissant dans la formation d'un joueur. Et puis on espère en voir, et j'en suis certain, quelques-uns rejoindre le groupe N3 à N+1 ou N+2. Oui, c'est ce que j'allais justement te poser comme dernière question là-dessus. C'est qu'on parlait de Nantes et de la formation aussi. Dans ton club, il y a des joueurs, vraiment des jeunes joueurs qui sont en devenir et qui peuvent intégrer l'équipe première dans les 2-3 années à venir. Voilà, alors c'est intégré à la réflexion, notamment sur tout ce qui est recrutement. Par exemple, on a beaucoup de bons milieux de terrain formés à Saumur. Alors, le titulaire indiscutable, c'est Quentin Bietman en ce moment. Et l'idée, c'est aussi, voilà, avec Martin Wittgren, Martin I qui pousse derrière, laisser de la place dans l'effectif à ces jeunes-là. Donc, on récupère très peu de milieux de terrain depuis 2 ans, c'est une volonté. C'est aussi de faire de la place à ces jeunes Saumurois. On le peut en N3. En N2, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué, donc il faut faire attention au projet club. On a cette expérience-là à Saumur de cette descente et du fait de jouer avec peu de joueurs du club. Donc voilà, dans la réflexion, c'est intégré. Bon, on parlait tout à l'heure justement de cette fin de saison. Tu disais il reste 7-8 matchs à disputer en championnat. On va regarder le prochain match pour vous. C'est un déplacement allez, en Vendée. Périlleux. Périlleux, pourquoi Périlleux? Chez Rabier au Poiré, ça nous a rarement réussi. On s'est fait sortir en Coupe de France. On a une année été à la lutte avec eux pour monter. Donc on sait que voilà, le Stade de Ligonière, c'est jamais simple de s'y imposer. Mais voilà, on a envie de reprendre notre marche en avant. Donc à nous de faire un gros match samedi. Un petit mot pour ceux qui suivent justement cette fin de championnat national 3. Le calendrier, pour vous, c'est plus de matchs à domicile sur la dernière ligne droite. Est-ce que ça peut jouer? Bien sûr, on préfère jouer à domicile, on est derrière invaincu, mais là, clairement, on va au Poiré, et puis derrière, il restera 6 journées, 4 à domicile. Donc c'est vrai qu'on a un calendrier qui peut nous permettre d'être ambitieux, mais on va commencer par samedi, parce que la marche est haute sur une équipe qui vient d'aller gagner à Chalon, qui revient en forme, l'équipe de Rabi. Donc à nous d'être bons samedi. Généralement, on dit souvent ça tient qu'à notre équipe. Est-ce que c'est le cas pour cette fin de saison ou est-ce que du fait déjà que La Roche est en tête d'un point avec un match en retard, est-ce que c'est vraiment eux qui ont la pression un petit peu plus là? Alors nous, la pression, on ne l'a clairement pas. Hein. Ça part souvent des dirigeants ou du staff. Nous, l'idée, c'est de gagner le prochain match. Donc on va se concentrer sur le Poiré. Mais l'idée, c'est aussi de mettre le doute chez l'adversaire. Hein. Clairement, si on est dans un match à 2... le doute, on doit réinstaller à La Roche, c'est bon enfant, mais ça passe par nous gagner les matchs, comme tu dis. Donc on va se concentrer sur nos contenus pour aller chercher des points. Et puis on sait que voilà, on a cette fin de calendrier avec beaucoup de matchs à domicile, donc devant nos supporters. À nous de repartir de l'avant samedi. Ah, le discours de l'entraîneur, c'est bien, ça me manque justement ça, ces discours avec les entraîneurs. On avait l'occasion avec Reynald Denouex il y a quelques années d'échanger, c'était bien sympa. On parle d'entraîneur, Richard Coffin que tu connais, nous a concocté son petit édito. Il voulait évidemment parler des différents profils d'entraîneurs. On l'écoute et on revient après. Aujourd'hui, session formation dans USB, le thème l'entraîneur. C'est offert, ne me remerciez pas. Son rôle, sa vie, son œuvre, vous avez 2 heures. Je vous écoute. Tu vas pas me donner des leçons. Hein. C'est pas gentil. Hein. Sois gentil, me donne pas de leçons. Balayons le terrain des entraîneurs. Et il est large. Commençons par l'entraîneur formateur, qui se caractérise par l'idée de progression et d'évolution du joueur, de la prise en compte de l'homme, ce qui, au passage, incite à la créativité dans le jeu. Illustre exemple dans la région, Jean-Claude Suedo ou encore Reynald Denouex. La liste n'est pas exhaustive. Mais cela m'amène d'ailleurs, quel enchaînement, au cœur de l'entraîneur. Proposer une vision du football en adéquation avec ses valeurs, ses convictions, sa personnalité. Avoir une vision du foot, c'est bien. Encore faut-il avoir le courage de s'y tenir. Tenez, prenez Didier Deschamps, qui n'est pas un novice en la matière. Après la finale de l'Euro 2016 perdue, nombre de spécialistes voulaient qu'il change de style de jeu. Que nenni, il ne l'a pas fait et il a gagné la Coupe du Monde 2018. Bref, l'entraîneur doit garder ses convictions tout en écoutant le groupe. Veiller à l'équilibre, faut trouver les mots, être acquis. Ouais, aujourd'hui, on se sacrifie pour l'équipe. Ouais, on se sacrifie. C'est des matchs de chiens, hein. C'est des matchs dégueulasses. Mais c'est ça les matchs de gagne, c'est ça les finales, les gars. Attention à ne pas jouer un rôle. Il faut convaincre les autres de ce que l'on fait, de ses idées, du jeu. Tenez, par exemple, prenez Pep Guardiola, qui de Barcelone à City fait évoluer ses joueurs selon ses principes. Sa science même, pourrait-on dire, qui mérite qu'on s'y attarde. Voilà, en gros, être entraîneur, c'est ça.
c'est passionnant. Bon, parfois, il faut aussi composer avec un effectif qu'on n'a pas choisi, mais quoi qu'il en soit, bon courage. Oui, c'est ça. Ouais. Oui, oui, bah, ouais. Bon courage, merci à Richard Coffin. Alors justement Julien, cette notion d'entraîneur, c'est une science qui n'est pas forcément exacte à la fin? C'est inexact, clairement. Hein. On sait que le football tient à peu de choses. Après, l'édito est bien résumé. On ne peut pas jouer un rôle, ça, clairement. On ne peut pas s'inventer un rôle devant ses joueurs. Je pense qu'à un moment donné, le naturel revient au galop. Donc, on ne peut pas tricher, globalement. L'idée, c'est d'être soi-même. Et comme le disait Richard dans l'édito, être en accord avec ses valeurs, avec ce qu'on veut proposer et garder cette ligne directrice. Alors, on parle souvent des projets de jeu. Pour moi, c'est un gros mot. C'est un gros mot? Non, mais le projet il change parce que je vois certains, on commence la saison à 4, on passe à 3 et puis après on perd ses joueurs parce que le projet en fait c'était de changer coach. Donc voilà, nous on parle plus de philosophie de jeu, de fil directeur. On essaie de s'y tenir, mais on met encore le plaisir et le jeu nous au cœur de cette philosophie. Eh bien, on va regarder justement ce qui se passe au cœur de la philosophie maintenant des clubs de Ligue 1 et on va échanger ensemble pour la dernière ligne droite du championnat de Ligue 1. C'est parti. Parce que je sais que tu suis le football de tous les championnats et on va en reparler. On va regarder d'abord le classement ensemble parce qu'en tant qu'ancien joueur du SCO, j'imagine que la 14e place et surtout le surplace du SCO doit te faire peur. Commence à trembler, ouais, un petit peu. Hein. Et puis Nantes 7e, bon, avec 42 points, le maintien est assuré. Et derrière, il y a peut-être une belle fin de saison, notamment avec la finale de la Coupe de France. Alors on regarde le classement, on regarde justement ce tweet présent sur les réseaux sociaux. On va parler d'Angers, #ToussaCopa. Je ne sais pas si tu l'as vu, mais c'est le club qui l'a envoyé sur les réseaux sociaux. Hein. Il faut en bannière et bien sur vos profils mettre #ToussaCopa pour que le stade soit plein contre Brest. Match importantissime. Ils ont fait une opération justement. Clairement, c'est l'heure de se serrer les coudes. C'est pas l'heure de tirer sur le joueur ou de tirer sur le staff, parce que sinon on va au-delà de quelques déconvenus. Donc, elle appelle à la mobilisation clairement pour retrouver la dalle angevine et reprendre à 1 point ou 3, mais repartir, en tout cas faire retourner le compteur point. Et ouais, dès dimanche. Dès dimanche et reprendre aussi de la confiance. Alors on parlait d'Angers, on parle de la 7e place de Nantes et surtout aussi on parlait du possible rachat par le collectif nantais ou par quelqu'un d'autre. Ils ont lancé, je ne sais pas si tu étais au courant, mais un crowdfunding populaire. Si, j'ai suivi ça. Ouais. Voilà, il y en a à peu près il y a 1000 souscripteurs pour l'instant, 1000 qui également sont en attente de valider leur souscription. On va regarder quelques 30 secondes. Je pense que le son, notamment la voix, tu vas reconnaître le personnage nantais. C'est parti. Dans un club, il faut une identité. Et ceux qui vont donner l'identité, ce seront ceux qui ont été formés au club, qui se sont appropriés les idées. L'identité, c'est eux qui vont la donner. Il faut que l'environnement adhère à cette idée. Tu marques un but, tu peux aller partager. On joue pour nous. On joue pour le cœur de l'équipe. Nantes, avant tout, c'est collectif et c'est jouer avec et c'est jouer pour. Sur le terrain et hors du terrain. Si nous jouons collectif, nous connaîtrons le succès. Mais le succès, ce n'est pas l'objectif, c'est la conséquence. Et voilà, Reynald Noix qui a participé. Ouais, grand monsieur. Et puis, c'est vrai que dans ses propos, dans ses mots, on retrouve l'essence même du football quand même. Tout à fait. Et bien faire les choses simples. Alors, ça passe parfois par l'histoire du club, par les anciens du club. Et on les a vus d'Arocha, Wedek notamment. Tout à fait. Et c'est un beau projet. C'est un beau projet et on suivra évidemment l'actualité du FC Nantes, tout comme celle d'Angers SCO. On regarde les matchs à venir pour les clubs de Ligue 1 avec Angers qui reçoit justement Brest pour ce #ToussaCopa. Ce sera dimanche à 15h et puis Nantes qui recevra Lille samedi soir entre deux équipes qui ont des blessés et ça sera assez indécis. On va évidemment parler de football amateur maintenant avec la chronique de la Ligue. Comme chaque semaine, on va voir les plus beaux buts de ce qui s'est passé dans le foot amateur avec Rematch. C'est parti. Bien, Max. Voilà, c'est bien les gars ça. Allez, Max. Allez, souffle un peu. Oui.
Début d'ailleurs. Composé, ça régale ce week-end. Hein Ouais. Il était en plein commentaire, Julien, pendant le rematch. C'est vrai que c'est sympa parce que c'est le championnat du monde, c'est la Coupe du Monde. c'est le foot qu'on aime, Mais avec oui. des spectateurs qui poussent et puis beaucoup de joie. On est là pour avoir des émotions quand on joue au football, donc c'est intéressant de voir ça. Exactement, et puis il y a des beaux buts aussi. Hein. Il n'y a pas que en pro, hein, on voit Tout à fait. des beaux buts et des buts un peu spectaculaires. Et on en profite justement avec cette chronique de rematch. On a parlé de la Nationale 3, de la Ligue 1, et bien on va parler maintenant d'un autre championnat qui nous intéresse et que tu as suivi. Tu vas nous en parler. C'est le National avec 2 clubs pour la montée. Et oui, on en a 3 dans ce championnat national 1 avec Cholet, Laval et Le Mans. Laval, eh bien, on le verra tout à l'heure, est particulièrement bien classé puisqu'ils sont leaders. Et il y avait surtout un match à Châteauroux, hein, c'était en tout début de semaine. Match assez incroyable, on va pouvoir en parler ensemble parce que les Lavallois ont ouvert le score. Hein. C'est Geoffrey Durban, qu'on salue au passage, qui était là il n'y a pas très longtemps sur ce plateau, qui ouvre le score. Les Lavallois qui vont jouer à 11 contre 9 et ils vont se faire égaliser à la 93e minute. Incroyable, t'as vu le match? Ouais, Enfin, les dernières minutes. J'ai allumé ma télévision à 10 minutes de la fin et je suis arrivé au moment du deuxième rouge de Châteauroux. Et c'est vrai que ça m'a rappelé. Alors nous, ce week-end, on s'est fait égaliser 88e. Et c'est ces fameuses 5 dernières minutes quand on jette les ballons. J'ai trouvé qu'on avait jeté un peu les ballons, rendu les ballons à l'adversaire. Et Laval a jeté 2-3 ballons en fin de match. Au lieu de faire cette première passe qui casse la ligne pour retrouver un peu de maîtrise collective. Et on n'est pas à l'abri d'un dernier ballon. Ça reste le foot. C'est ce qui s'est passé notamment avec ce but de Thomas Robinet, ancien Lavallois, et Thomas Robinet qui a blessé Alexis Sauvage, le gardien de but, à la 8e minute de cette rencontre entre Châteauroux et Laval. Alexis Sauvage qui a été remplacé par Maxime Aubois puisqu'il a eu 5 points de suture. La colère d'Olivier Frappoli après le match. Pas tant sur le changement de gardien, mais sur la réaction des journalistes Castelroussin. On l'écoute. L'ironie du sort, c'est Thomas qui marque alors qu'il n'aurait jamais dû finir le match. C'est un coup de coude sur un gardien de but où il ouvre la bouche. C'est carton rouge, monsieur, c'est carton rouge. Mais c'est carton rouge, c'est les règlements. Et revoyez les règlements. Je suis sceptique parce que j'ai l'impression que vous n'avez pas été, vous avez été plutôt aidé par l'arbitrage. Aidé par l'arbitrage. Ah oui, d'accord. Okay. Monsieur, vous êtes moi je suis journaliste ici à Châteauroux. Ok, ça va. Vous n'êtes pas très objectif. Mais je ne suis pas supporter de la vérité. Non, mais vous n'êtes pas objectif, c'est pas grave. Bon, c'est ce qu'on appelle un 1-2 d'après-match. C'est bien, ça change un petit peu de la langue de bois. Ah oui, non, il y a pas. Olivier Frappoli, il n'est pas trop langue de bois là-dessus. Hein. C'est, quand il a quelque chose à dire, il n'hésite pas. Et c'est vrai que il était un petit peu colère parce qu'il estimait que Thomas Robinet aurait dû être expulsé. Parce qu'on a fait 3 rouges du côté de Châteauroux. Bon, il marque un point quand même. Et surtout, on va voir que Laval, avec le maillot collector qui va sortir dans quelques instants, c'est pour les 120 ans du club. On va le voir avec. C'est un peu historique, hein, évidemment. Voilà, il est à l'écran. On peut s'en apercevoir. On espère que les Lavallois pourront s'offrir une très belle fin de saison. Un autre club, on en parle, Le Mans, qui jouait face à Boulogne. Ils ont eu du mal, c'était le dernier, Boulogne. Eh bien, victoire quand même 1-0 du Mans qui remonte toujours au classement. On va voir le but peut-être là des Manceaux, alors que là, c'est des occasions de début de match. C'est vrai que ça a été assez serré, alors que Le Mans est quand même dans le haut de tableau. Et il a fallu des arrêts de Pierre Patron une nouvelle fois. Et puis, on va le voir, le but de Julien Donissa qui va profiter d'une mauvaise passe en retrait. On va le voir, alors que là, les Manceaux réclamaient une main. Voilà, ça arrive ici, la mauvaise passe en retrait. Hop, Donissa, il en profite, il pique le ballon. Et puis derrière le but pour la victoire du Mans. On regarde ensemble le classement de ce championnat national 1. Regardez, ça va être tout de suite pour la 6e place du Mans, à 5 points du 2e Concarneau. Laval, qui a quand même 5 points d'avance sur le 3e, c'est pas mal. Et Cholet, donc, qui se situe dans la 2e partie de tableau. Les matchs à venir rapidement, parce qu'on est un petit peu à la bourre. Voilà, Laval 7, Chambly-Le Mans et Orléans-Cholet. Voilà pour la prochaine journée de championnat. J'en profite au passage, je prends la petite corne de brume. C'est parti pour le quiz de fin. Allez, le quiz de fin, il va être pour Julien Souris. Attention, toi qui connais bien Angers, on a 30 secondes, on est tranquille. À Angers, combien de matchs a dirigé Stéphane Moulin avec l'équipe professionnelle, toutes compétitions confondues, bien évidemment. Alors, est-ce que c'est réponse A, 408 matchs, réponse B, 307 matchs, ou réponse C, 506 matchs? J'étais dur avec toi quand même un peu. Alors, réponse A, 408 matchs, B, 307, ou C, 506? Il a fait combien 506. de saisons? Il a fait combien de saisons, Stéphane? 11, 12. Ouais, 11 saisons en tout. 506. Allez, 506, c'est ta dernière réponse. Mais non, c'était 408 matchs. Allez, il y a à peu près une trentaine de matchs, c'est vrai, par saison. Il a fait 10 saisons, pas 11, je me suis trompé. 10 saisons. 10, et voilà, donc ça fait 408
c'est pas grave. Belle participation quand même de monsieur Julien Souris. Non, mais comme on était allé en finale de Coupe de France, ça faisait beaucoup de matchs de Coupe de France. C'est ça, c'est ça. Allez, on termine par le coup de cœur traditionnel. Et on va regarder ensemble ce qui s'est passé du côté d'Everton Wolverhampton. Regarde, c'est la victoire de Wolverhampton sur le terrain d'Everton. Et ils sont là, les petits enfants qui attendent les maillots. Et regarde, ça c'est ce que devraient faire franchement tous les joueurs de football. S'arrêter, prendre du temps et distribuer des maillots aux enfants qui ont besoin. C'est une belle image. C'est une très belle image. Et puis, c'est des images de mon enfance, ça, où on avait beaucoup de contact avec les joueurs. Alors, il y a eu le Covid, bien évidemment. Mais voilà, si le monde professionnel pouvait aussi s'en être inspirer. beaucoup plus accessible. Bon. On est dans des trucs très fermés parfois. Merci beaucoup Julien Souris, merci d'être revenu. Et puis on se retrouve pour la fin de championnat de National 3 notamment avec ce match, dans le match entre La Roche et Saumur. Merci, à bientôt jeudi prochain.